Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre journal de ce lundi 25 novembre. Voici les informations que nous allons développer. 34 morts en 2023, déjà 29 depuis le début de l'année 2024. Le nombre d'accidents de la route au Fénois est plus élevé qu'en métropole si l'on se réfère à notre démographie. Demain et après-demain, un séminaire sur la sécurité routière est organisé par l'État et le pays. En Polynésie, chaque année, 1500 femmes sont victimes de violences criminelles et plus de 3/4 des victimes de violences intrafamiliales sont des femmes. Des chiffres alarmants, plus élevés que sur le plan national. La prise en charge des malades du cancer au Fénois est laborieuse. Il manque des oncologues au CHPF du Taoné. 2 contractuels doivent arriver le mois prochain, mais pour une période de 6 mois. Est-ce que ce sera suffisant? Nous poserons la question à Teanini Tematahotoa, docteur et présidente de l'Institut, directrice de l'Institut du cancer en Polynésie. Avec elle, nous parlerons aussi des violences à l'égard des femmes, puisqu'elle fait aussi partie du club Soroptimiste. Et puis à la fin de cette édition, nous partirons sur l'île Sœur Moorea à la rencontre d'un couple qui fabrique des jouets et des sculptures en bois local. Peut-être le cadeau idéal pour vos enfants à l'approche de Noël. Merci d'être avec nous. Si la population était équivalente, on pourrait affirmer qu'il y a 3 fois plus d'accidents de la route en Polynésie française que dans l'Hexagone. Depuis le début de l'année, il y a eu 29 morts sur les routes du Fénois et quand elles n'ont pas perdu la vie, ces victimes sont marquées pour toujours. C'est le cas de Piaf Atomo qui a été percutée par une voiture il y a plus de 30 ans. Après de nombreux soins, il est difficile pour elle de se déplacer. Elle suit désormais un traitement à vie. Nicolas Suir et Hubert Liao l'ont rencontré. Des rampes tout autour de sa maison et des meubles à portée de main. Ces aménagements sont nécessaires pour Piafa Atomo depuis qu'un chauffard l'a percuté en voiture il y a 33 ans. J'ai de nombreuses séquelles, notamment au niveau moteur, au niveau de la marche principalement et au niveau des douleurs par rapport à la colonne vertébrale, aux mains, enfin tous les points qui ont eu des contusions importantes. Mais c'est surtout la jambe droite qui a été touchée. J'ai eu une triple fracture ouverte péroné tibia, j'ai été enclouée, j'ai subi énormément d'opérations, une bonne douzaine, la dernière date d'1 an et demi quand même. À 66 ans, elle limite ses déplacements afin que les douleurs soient les plus faibles possibles. Alors, elle fait ses courses au plus près de chez elle, dans cette station-service de préférence où elle a ses habitudes. Elle y reçoit toujours de l'aide pour porter ses sacs. Ils sont aimables, ils sont très serviables et c'est de proximité par rapport où j'habite. Mais c'est surtout qu'avec mes problèmes physique, de déplacement, je ne peux pas rester longtemps debout. Il n'y a pas la queue quasiment. Les médicaments ont toujours été présents dans sa vie depuis l'accident. Bien rangé pour ne pas être oublié lors des repas, le dosage est strict car durant des décennies de traitements lourds, son corps a souffert des effets secondaires. Elle doit aujourd'hui vivre avec une douleur quasi permanente car son traitement est allégé. Je serre les dents, mais après ça devient un peu routinier, on dira. On se fait une raison, ce qu'on veut c'est vivre. Le plus décemment possible, le plus dignement possible, en dépendant le moins possible des autres personnes. Donc il faut apprendre à développer son autonomie, à savoir faire preuve aussi d'humilité. Des fois on n'est pas content, on garde sur soi parce qu'on est déjà heureux quand on nous aide. Elle avoue ne pas avoir pardonné au responsable de son état. Ce dernier ne lui a d'ailleurs fait aucune excuse et n'a écopé que d'une faible amende. Alors, elle pense utile que les chauffards accompagnent pour un temps les personnes qu'ils ont estropiées dans le but de les responsabiliser. Et en 2023, 34 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en Polynésie française. Déjà 29, on vous le rappelle, depuis le début de l'année. Demain et après-demain, un séminaire sur la sécurité routière est organisé par l'État et le pays. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une réunion d'information a été donnée aujourd'hui dans l'amphithéâtre du CHPF du Taoné. Une réunion d'information au bénéfice des professionnels du secteur socio-médical, du privé mais aussi du public. Il était question de la nouvelle procédure de prise en charge médico-judiciaire des violences conjugales en obstétrique. Un état des lieux au Fénois a été fait et les différentes situations ont été présentées.
Les violences familiales augmentent justement chaque année et les principales victimes restent les femmes. En cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, le gouvernement a annoncé qu'il travaillerait avec les communautés religieuses et les associations et testerait des boutons d'urgence connectés à un service d'intervention. Mais est-ce que c'est suffisant? Réponse avec Heidi Enko et Mirko Vanfou. En Polynésie, 1500 femmes sont victimes chaque année de violences criminelles. 77% des victimes intrafamiliales sont des femmes, des taux beaucoup plus élevés qu'au plan national. Triste record. C'est regrettable d'avoir des chiffres aussi élevés pour nous, surtout pour les femmes. Mais je me dis que c'est un travail aujourd'hui qu'il faut mener en solidarité, c'est mon ministère. Et avec les communautés religieuses, je suis sûre qu'on peut arriver aussi à plus de solutions. S'appuyer sur les religions et les associations, c'est le choix que fait le gouvernement pour venir en aide aux victimes. Autre dispositif, un bouton d'appel de secours en test actuellement. Quand on appuie sur ce bouton SOS, on a une géolocalisation qui se fait, qui nous arrive, et une alarme. Donc cette alarme est traitée cas par cas, de voir si la situation nécessite l'intervention d'un aidant, ou l'intervention de pompiers, ou l'intervention des forces de l'ordre. Le collectif Non à la violence a entièrement financé une campagne choc contre les violences et la drogue. Pour ce collectif, on ne peut plus continuer comme ça, d'autant que les chiffres démontrent qu'on est largement au-dessus de la moyenne nationale. La seule solution aujourd'hui, c'est que le pays, l'État et la justice fassent de ces sujets-là une vraie priorité, une priorité du pays, pour qu'il y ait des véritables actions qui soient mises en place. Donc nous, on avait recommandé dans notre lettre aux vœux qu'on a remis au pays, de mettre en place une cellule au niveau du pays qui soit directement rattachée auprès du président. Les statistiques l'attestent. Depuis 2019, les faits de violence conjugale ne cessent d'augmenter et en septembre de cette année, nous avions déjà atteint le total de 2023. Un autre record dont on pourrait bien se passer. Sinon, on ne sait pas. Et c'est un problème récurrent, le manque d'oncologues à l'hôpital du Taoné. Depuis 2 mois, les patients atteints de cancer n'avaient plus du tout de spécialistes pour assurer leur suivi. 2 nouveaux oncologues sont désormais en poste depuis ce mois de novembre et d'autres sont attendus. Lucille Guichet, Jérôme Lee. C'est une inquiétude supplémentaire pour Noumaga. En plus de son cancer, elle doit gérer l'absence d'oncologue depuis 2 mois. Les questions sans réponse et les angoisses qui vont avec. Les infirmières ne sont pas oncologues, elles sont simplement là pour assister. Ils me disent toujours, oui, quand on te regarde, tu es bien. Mais moi, personnellement, ok, je me dis que je suis bien, mais en fin de compte, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien vu que je n'ai pas encore l'avis d'un oncologue parce qu'on n'a pas d'oncologue attitré. Régulièrement, l'hôpital du Taoné manque d'oncologues, victime du renouvellement décousu du personnel. Le docteur Bilger est arrivé ce mois-ci et rencontre ses premiers patients. Il devrait rester au moins 1 an en poste. Là, le mois de novembre est particulièrement chargé en termes de consultation puisque on récupère finalement les patients qui ont été mis un peu en stand-by là, sur les 2 derniers mois, faute d'oncologues disponibles. Donc le travail en ce moment est, je ne vous le cache pas, intensif. Mais on espère que sur les prochaines semaines, les prochains mois, les choses vont se lisser. Car d'autres spécialistes sont attendus dans les semaines à venir. En janvier 2025, le service devrait compter 5 oncologues au total. Un soulagement pour les patients, alors que 850 nouveaux cas de cancer sont dépistés chaque année en Polynésie. Et pour parler du cancer en Polynésie et justement de la situation en oncologie, nous recevons la directrice de l'Institut du cancer de Polynésie française, le docteur Teani Tematahotoa. Bonsoir. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir dans le reportage, le CHPF manque d'oncologues. Il n'y a pas vraiment de suivi durable. Des patients sont en stand-by. Est-ce que la situation aujourd'hui, d'après vous, est critique ? Alors la situation a été critique. C'est vrai que ces derniers mois, il y avait un seul oncologue sur l'hôpital. Il y a un oncologue en libéral. Donc c'était vraiment pas suffisant pour prendre en charge les patients. Alors les équipes ont redoublé d'efforts. Les consultants, les médecins ont fait plus de consultations. Mais voilà, là, il y a, comme on l'a vu dans le reportage, il y a des oncologues qui sont arrivés. Il y en a d'autres qui vont arriver.
Nous, à l'Institut du cancer, on est aussi prêt à venir en soutien au CHPF. Donc, je dirais que ça va plutôt aller en s'améliorant là sur les prochains mois. Mais c'est sûr que pour les patients, c'était un moment qui était assez angoissant à passer. Si on doit faire un petit point sur les oncologues, il y en a un qui vient d'arriver, donc on vient de le voir. Un renfort va quitter le Fénois à la fin de la semaine. Et il y a le chef de service qui fait très peu, voire pas du tout de consultation. En décembre, 2 vont arriver, mais des contrats de 6 mois. En janvier, un autre pour 6 mois, donc 5 en janvier, mais des contrats de 6 mois. Est-ce que c'est bon pour la durabilité des soins? Alors après, c'est vrai qu'on est maintenant sur des médecins qui partent en Polynésie, ne savent pas encore si les conditions de travail ou même si au niveau de leur famille ça va bien se passer. Donc c'est aussi notre rôle, que ça soit au niveau du CHPF ou même de l'Institut du cancer, de leur donner envie de rester, je pense que les patients en ont besoin. Donc c'est 6 mois pour démarrer, mais l'objectif c'est toujours qu'après les gens restent plus longtemps. C'est un premier pas. Et justement, les oncologues ne restent pas en général, parce que l'activité est très intense. Alors ça dépend, c'est vrai que les derniers oncologues qui étaient partis, ils étaient quand même là depuis 2-3 ans. Là, on en a un qui travaille d'ailleurs à l'Institut du cancer, qui est là depuis 5 ans, qui était déjà venu pendant 5 ans il y a plusieurs années. Donc c'est pas du tout des choses figées, et je pense qu'au contraire, il faut se dire que quand les gens vont commencer à travailler en Polynésie, et en plus s'ils sont en nombre, ça peut leur donner envie de rester. Moi, je reste confiante sur ce point. En tout cas, ça fait partie du problème d'attractivité que rencontre le CHPF. Mais pour faire un point, combien, on a vu Namaga qui n'a pas consulté d'oncologue depuis plusieurs semaines, combien de temps il faudrait pour consulter un oncologue, combien de temps d'attente et quel est le programme, on va dire, de soins? Alors ça va dépendre à quel moment on est son parcours de soins. Évidemment, quand on a le diagnostic, il faut voir un oncologue pour mettre en place la procédure de soins. Après, ça dépend aussi du type de cancer, parce que même s'il n'y a pas d'oncologue, il y a aussi des spécialistes d'organes, ce qu'on appelle des pneumologues ou des gynécologues qui prennent aussi en charge des patients atteints de cancer. Donc l'idéal, c'est évidemment qu'entre le diagnostic et la prise en charge, il y ait le minimum de temps et peut-être quelques semaines seulement. Donc l'arrivée de nouveaux oncologues va permettre justement de réduire les délais de consultation et aussi de permettre à ceux qui sont en poste de souffler un petit peu. En 2026, on aura donc aussi cette rotonde qui va centraliser tous les services. On aura l'occasion d'en parler. Parlons désormais des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Vous êtes membre du club Soroptimiste. On l'a vu au Fénois, il y a beaucoup de faits de violence. 1500 femmes sont victimes de violences criminelles chaque année. Et aujourd'hui, la nouvelle procédure de prise en charge médico-judiciaire des violences conjugales en obstétrique a été présentée. En quoi ça consiste, cette nouvelle procédure ? C'est ça. Alors en fait, c'était à l'initiative de la maternité et donc avec le soutien du club Soroptimiste. L'idée, c'était de présenter à tous les partenaires sociaux ou médicaux cette nouvelle procédure qui permet en fait aux femmes, quand elles sont victimes de violences et enceintes, d'être prises en charge très rapidement au bloc obstétrical, d'avoir une sage-femme et une aide-soignante qui vont les recevoir, qui vont écouter ce qui s'est passé. Ça évite aussi d'avoir plusieurs soignants, de raconter plusieurs fois la même chose et aussi de bénéficier d'une hospitalisation de protection, le temps de mettre en place les mesures de protection avec la justice, de voir un ou une psychologue, un travailleur social, d'être pris en charge de manière globale et surtout de leur faire sentir qu'à l'hôpital ou auprès des professionnels de santé, elles sont en sécurité. On a les associations qui se sentent assez seules face à cette situation, pas assez soutenues. Il y a les discours et les actes. Est-ce que pour vous, les actes aujourd'hui au Fénois pour protéger les femmes sont suffisants ou non ? Alors c'est vrai que les associations, mais même aussi parfois les professionnels de santé, ils peuvent se sentir assez démunis, surtout quand ils sont tout seuls dans leur cabinet. Donc la journée d'aujourd'hui, il y avait beaucoup de professionnels de santé libéraux qui justement ont découvert ce dispositif et se sont dit peut-être que je peux me tourner vers l'hôpital, vers la maternité. Il y a aussi la page qui joue son rôle. Donc en fait, ces journées, ça permet aussi de mettre tout le monde en lien et que personne ne fasse un peu ces choses dans son coin et justement se sente seul. Donc finalement, entre les professionnels de santé, les professionnels du social, la justice et les associations, on peut permettre aux femmes d'être prises en charge de manière globale. Donc c'est chacun, en effet, tout seul se sent seul, mais quand on est tous ensemble comme aujourd'hui, ça marche mieux. L'important, donc, c'est la synergie entre tous les différents acteurs. Merci beaucoup, Dr Teanini Tematahotoa. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut du cancer et également membre du club Soroptimiste. Merci beaucoup.
Direction les Marquises désormais, la chargée de projet du pôle innovation de la CAPL, la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, est actuellement en mission sur la terre des hommes. Il est question de gestion des biodéchets et de valorisation des matières organiques. Coralie Degnaud a pu rencontrer les acteurs concernés et intéressés par la valorisation des restes alimentaires, des déchets verts ou encore des effluents d'élevage agricole. La chargée de projet de la CAPL nous parle des perspectives de sa mission au micro de Marie Curva. L'objectif, c'est de réduire les importations d'engrais chimiques et d'utiliser au maximum nos ressources locales. On produit énormément de matières organiques, des fientes de volaille, du lisier de cochon, des déchets de poisson, il y a beaucoup de déchets verts. Tout ça, c'est de la matière organique qu'on peut valoriser et qui peuvent remplacer en partie l'engrais. Donc, ce qu'il faut, c'est valoriser toute cette matière, donc voir où est-ce qu'elle est, en quelle quantité, comment on peut la transformer. À l'approche des fêtes de fin d'année, on part à Moorea à la rencontre d'un couple qui fabrique des jouets en bois, mais pas seulement. Les mains de David, menuisier, et d'Alizé, couturière, font naître des créations inédites. Ismaël Tahiata et Dylan Fels sont allés à la rencontre de ces petits lutins des îles. Pinocchio aurait très bien pu naître ici. Au royaume de la sciure et des copeaux, David est le roi. Le bois, une matière noble qu'il sculpte à sa guise, et un tour à bois qui donne vie à ses créations. J'ai appris aux Marquises avec un copain, et après j'ai cherché, je m'intéresse aux gens qui travaillent le bois. Les essences de bois peuvent être utilisées en tournage. Il n'y a pas mécaniquement, il n'y a pas d'effort mécanique, donc après on aura des bols qui sont plus durs, plus lourds, plus légers, tout dépend ce qu'on veut faire avec. Après le tournage, place au polissage. Ici, un saladier en préparation. De longues heures de travail à la recherche de la perfection. La pièce unique. Bol, sous-verre, stylo ou couvercle stylé, plus rien n'a de secret pour lui. Tu choisis. Il y a des bois qui sont plus durs, d'autres plus légers. Celui-là est chauffé, en fait. C'est un champignon qui crée les traits noirs. Donc du coup, ça donne un décor improbable. Et on ne peut pas savoir avant d'avoir taillé le bois. Fabriquer des jouets pour enfants, c'est ce que David préfère par-dessus tout. Comme ici, un établi professionnel pour jeunes, très jeunes menuisiers. Alizé, sa compagne, n'est jamais loin. Une présence féminine qui a son importance. Essentiellement dans la préparation du travail, le dessin, l'organisation. Tout ce qui est aussi relation avec la clientèle, les commandes, tout ça. Après, on a une base commune quand même au niveau de la découpe, parce que je suis aussi active dans l'atelier, que ce soit pour la découpe des puzzles, le ponçage, les finitions. Un jouet pour enfants et des critères de sécurité à respecter. Il doit surtout être adapté à l'âge du chérubin, d'où une attention particulière apportée aux finitions. Au niveau surtout du ponçage, parce qu'au niveau sensoriel, au niveau tactile, il faut vraiment que ce soit doux, agréable. Donc c'est déjà un ponçage de surface, il y a toutes les arêtes vives à tailler, les angles à arrondir. Des trésors en bois à l'abri du soleil. Le 30 et le 1er décembre, David exposera ses créations dans un hôtel de Fa'a à l'occasion de la Creative Market de Noël. L'information principale de ce lundi 25 novembre. En Polynésie, chaque année, 1500 femmes sont victimes de violences criminelles et plus de 3/4 des victimes de violences intrafamiliales sont des femmes. Des chiffres alarmants, plus élevés que sur le plan national. Le pays souhaite s'appuyer sur les communautés religieuses et les associations pour venir en aide aux victimes. Un dispositif SOS est actuellement expérimenté. Rappelons qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À la une de Tahiti Info, demain, mardi, le motu nono revégétalisé. Dans votre petit écran ce soir, la série Tropique criminel, puis le téléfilm Meurtre en Bourgogne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.